Le 12 mars 2016 reste une date inoubliable pour les Camerounais et même pour tout le monde entier. Ce jour-là, c'était un samedi. Les utilisateurs de téléphonie mobile et beaucoup plus des technologies de nouvelles de la communication recevaient donc dans leur téléphone des images atroces d'une femme couchée à même le sol avec une autre qui ouvrait son ventre. Des mains inexpertes en tout cas en la matière, on l'a compris. Et c'était donc un jour qui a d'ailleurs touché toutes les femmes enceintes qui ont eu peur d'enfanter finalement. Mais aujourd'hui, le courage revient peu à peu, mais on le constate également. Et on va le constater d'ailleurs dans cette édition de Regard Social qui fait la part belle à celle qu'on n'a pas entendue depuis très longtemps et qui est d'ailleurs notre invitée. Mais avant cela, nous vous proposerons de revivre donc les moments et comment est-ce que le sujet a été traité par la presse, les reportages, différents reportages qui ont été réalisés à partir du moment où l'affaire a donc déclenché. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous sur Regard Social. Je l'ai dit, pour vous rafraîchir la mémoire, je vous propose de suivre les reportages rassemblés et qui vont vous permettre donc de revivre un peu ces moments tristes. Et juste après, nous allons vous présenter l'invité de ce soir. Au commencement était cette césarienne menée par des mains non expertes, telles que le présente cette image qui inonde les réseaux sociaux. Par pudeur, nous flottons, mais en réalité, on y voit une femme sans vie. Le ventre ouvert, duquel sont extraits deux bébés morts. La scène s'est produite dans l'enceinte de l'hôpital La Quintini de Douala. Un hôpital de première catégorie, reconnu et décrété par le gouvernement camerounais. Question cependant, dans quelles conditions la mère des jumeaux est-elle arrivée dans cette formation hospitalière? De sources familiales, nous apprenons qu'il y a eu un anguille sous roche dans les services d'urgence. L'espoir d'avoir des réponses naît lorsque le gouverneur de la région du littoral arrive dans les locaux de l'hôpital La Quintini de Douala. Escale, le bureau du directeur de cette formation hospitalière, pour une déclaration face à la presse. Sur les circonstances du drame, le gouverneur de la région du littoral est resté dubitatif. Nous sommes donc arrivés sur les lieux pour écouter les uns et les autres. D'une manière générale, j'aimerais vous rassurer que les enquêtes ont été ouvertes pour pouvoir rétablir les responsabilités des uns et des autres. Sur les circonstances du décès de la dame, Dieudonné Iva Dubois, une fois de plus, est resté dubitatif. Notre compatriote Koumaté Teke Monique est décédé. Les conditions doivent être élucidées. Ce n'est pas le premier décès au Cameroun dans toutes les structures possibles. Que ce soit dans l'administration, il y en a qui meurent par AVC dans leur bureau. On peut mourir par suite d'accouchement, d'accident et tout cela. Une chose est certaine, personne de nous ne peut rester indifférent quand la mort frappe. Au sorti de ce point de presse, on lit sur le visage du gouverneur de la région du littoral la peur de voir la situation dégénérer dans une ville dont il tient les clés il y a quelques mois seulement. Le gouverneur de la région du littoral vient ainsi d'avoir son premier baptême de feu sur le théâtre des patates chaudes de la capitale économique du Cameroun. Et comment ne pas relever l'impressionnant dispositif sécuritaire dans l'enceinte de l'hôpital La Quintini de Douala. Ce ne sont pas des hommes en tenue malades. Ce sont plutôt des hommes en tenue préoccupés par la situation sécuritaire. Une forte mobilisation ayant pris corps sur les réseaux sociaux est annoncée.
15 h ce dimanche, devant les locaux de l'hôpital La Quintini de Douala, la mobilisation est effective. Que ce soit à l'hôpital La Quintini de Douala ou dans une autre formation hospitalière, les premières pages du lendemain du 8 mars retiendront qu'une femme a perdu la vie avec ses 2 enfants en voulant donner la vie. Au lendemain du drame, survenu à l'hôpital La Quintini de Douala, des centaines de Camerounais ont répondu à l'appel à la mobilisation sur les réseaux sociaux. Vêtus pour la plupart de noir, signe de deuil, certains ont brandi des mouchoirs blancs, d'autres portaient des bougies pour rendre hommage à Monique Koumaté et ses enfants, décédés dans des circonstances troubles. Au regard des images qui ont circulé sur la toile, les manifestants ont dénoncé la négligence médicale à travers des messages inscrits sur les banderoles, tels que « Nous sommes toutes Monique Koumaté » ou encore « Plus jamais ça ». Une femme vient d'être donnée naissance, une femme vient de donner la vie meurt. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. On est où là? Ou c'est une république, ou c'est une république. Soit c'est une république, on fonctionne dans les normes, ou on transforme en république et tout le monde fait comme il veut. Alors que les acteurs politiques, leaders de la société civile et les personnes ordinaires exigent de façon pacifique que justice soit faite, les forces de maintien de l'ordre et de sécurité vont lancer des gaz lacrymogènes sur la foule. Un vent de panique qui entraîne alors une forte bousculade. L'épaisse fumée provoque des crises respiratoires chez certains manifestants. D'autres sont pris en chasse et perdent au passage leurs chaussures. Certains individus ont été interpellés sur le lieu de l'incident. Les autorités administratives ont appelé au calme en attendant les conclusions de l'enquête. Tout s'est réparti du domicile de la défunte Monique Koumaté, situé dans un quartier du 5e arrondissement de la ville de Douala. Porteuse d'une grossesse gémellaire, la jeune dame de 31 ans est prise de contractions dans la matinée du samedi 12 mars. Sa famille, avec en tête Phil, sa mère, entreprend alors de la conduire dans un centre de santé situé au quartier PK13. Nous ne sommes même pas entrés. On a dit que le médecin n'est pas là. Nous avons donc étant là-bas, ils nous ont envoyé un machin. Oui. Suivant les conseils du responsable de ce centre de santé, la jeune dame est conduite à l'hôpital de district de Nilon. Dès que nous sommes arrivés là-bas, on a dit qu'ils ne pouvaient pas. Ce sont eux qui nous envoient donc à la Quintini, que ce n'est pas leur niveau. Et c'est à partir de cette étape que les versions divergent. Alors que les responsables de l'hôpital de Nilon affirment avoir ausculté la dame et déclaré son décès, la famille donne une version différente. Donc pendant tout ce parcours, on n'a pas posé main sur elle? Non, même le compliment n'a pas donné. Je ne sais pas comment on a été dit qu'on est venu, quand nous sommes quittés de là, la foi était à morte. Qui est venu voir? Toujours est-il que Dame Koumaté sera conduite après l'étape de Nilon à l'hôpital La Quintini de Douala. Et là commence alors, selon la famille, le long calvaire qui va s'achever par l'horreur. Entre à la Quintini, chaque porte qu'on connaît, on dit qu'il n'y a personne. Mais ce n'est pas les médecins, nous sommes allés donc à la maternité. Puis il y a ma nièce qui est entrée dans la salle, elle les a trouvés de faire le commentaire. Je dis qu'il y a un cadeau, venez, venez. Elle est sortie, les gens là ne l'ont pas suivie. Elle est repartie. Maintenant, quand elles sont sorties, je commençais à dire qu'on ne peut pas les déranger. Là, il y a une infirmière qui envoie la nouvelle là-bas en bas que allez acheter une lame de rasoir à la pharmacie.
La femme est allée acheter la lame de rasoir à la pharmacie. S'il y a un courageux, comme vous dites que vous voulez opérer vous-même, il y a un courageux, doit aller acheter une lame à la pharmacie. La suite sera relayée par une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Une dame, une lame à la main, pratique à ciel ouvert, une opération chirurgicale. Vous savez désormais de quoi il est question dans cette autre édition de Regard Social. Et comme vous le savez, on ne peut parler de l'avenir sans faire allusion au passé. C'est pour ça qu'on a programmé ces reportages pour vous rafraîchir la mémoire. Maintenant, nous allons découvrir celle avec qui nous allons mener cette émission. C'est Madame Seine-Annette Plastide, qui est donc la maman de Monique Koumaté-Kell. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous sentez? Je me sens un peu mieux. Vous à ma place, vous allez vous sentir bien mieux? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je suis là. Vous avez regardé ces images? Oui. Tout ce qui a été dit, c'est ce que vous savez? Ou alors c'est un autre traitement? Même vous avez vu ce que je disais, bon, c'est parce que je n'avais pas bien parlé, comme j'étais un peu troublée. Vous voyez, non? Bon, maintenant, là, vous ne pouvez pas voir un film et ne pas connaître comment exprimer le film là. Le film s'est passé devant moi. C'est passé devant moi. Donc, c'est inoubliable, c'est quelque chose d'inoubliable. C'est quelque chose d'inoubliable. Même si je dors et que on me réveille, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Je le peux. Je ne peux pas comment. C'est pas quelqu'un d'autre qui est venu m'expliquer, il a vécu. Et justement, nous voulons savoir comment ça s'est passé. On ne vous a pas entendu depuis longtemps. Qu'est-ce qui a motivé, qui vous a amené à accepter à parler aujourd'hui? Non, ce qui m'a accepté à parler aujourd'hui, j'ai eu un petit courage. Oui. Et que si je reste tranquille, ça ne va rien changer. Je peux parler, ça ne va rien changer le mieux que je peux parler aujourd'hui. Mais on avait besoin de vous pendant que l'événement se déroulait, pendant que les gens racontaient tout et rien. On n'avait pas entendu. Je n'avais pas ce courage-là. Ouais. Même aujourd'hui, là, il n'est pas ce... Mais avec l'aide de Dieu, ça va donner, ça va venir. Mais pour le moment, je suis là. J'ai eu ce courage aujourd'hui. Ça fait environ 5 mois qu'on a enterré votre fille. Et 5 mois après, vous dites avoir eu le courage de vous expliquer sur ce qui s'est passé réellement. Les téléspectateurs vous regardent, ils veulent savoir votre version de l'affaire. Je vais les expliquer ce qui s'était passé. Si depuis ils ne m'ont pas attendu, aujourd'hui, je vais les expliquer. Ce qui s'était passé, c'était devant moi. Tout s'est roulé devant moi. On n'est pas seulement venu m'expliquer. Si aujourd'hui j'ai eu ce courage, je vais parler. Ce n'est pas un rêve. Je vais parler. Oui, dites-nous alors. C'était le 12 mars, un samedi. Avant d'abord, vendredi, avec Koumaté-Kell m'a appelé maman. Je dis oui, je sens mal à la tête me fait mal. Je dis la tête, il me dit oui, c'est comme si j'ai les nerfs. Et ok, va donc à l'hôpital. Tu vas aller à Pémi, Congo, elle me dit non, c'est un peu loin. Il y a les hôpitaux, il était à 13. Il va aller là-bas. Elle quittait donc à 15 pour se rendre à 13. Après vers les 11 heures, elle est rentrée. Elle m'a appelé, maman, il dit, je suis rentrée. Il dit, ça s'est passé quand même, il dit qu'un peu mieux. J'ai acheté tout le remède, c'est là, la maison, il dit, ok. Avant de prendre, il faut prier, elle me dit, oui, parce qu'elle était chrétienne. Après, elle a pris. Vers les 19 heures, elle m'appelle maman, elle me dit, maman, ça va, hein. Je dis, comment ça? Elle me dit, il dit, bon, en dormant, tu vas prendre l'huile d'arachide ou son cou, comme tu dis que le cou te fait mal. C'est les nerfs. Elle dit, oui. Samedi, à 6 heures, elle m'appelle. Maman, elle dit, oui. Il sent mal. Viens.
Après, sa voisine m'appelle. Maman, j'ai dit oui. Ça n'a même pas fait 10 secondes comme ça là. Sa voisine m'a appelé. Maman, il faut vite venir. Elle vient, ça ne va pas, viens vite. J'ai dit ok. Après, je suis quitté. J'ai fermé la porte. Je suis parti chez elle à PK15. Je l'ai trouvé couché sur le GFS. Il dit, mais comment tu peux te coucher étant enceinte? Il me dit que non. C'est quand il me couche comme ça que je sens un peu bien. Je dis, ok, il faut que tu te laves alors. Lève-toi, tu te laves, on part. On doit aller à l'hôpital. Après, elle envoie son conjoint aller puiser de l'eau. Moi, comme je voulais donc me coucher comme ça là au sol. Après, comme il avait demandé que, mais toi tu n'as pas les images ici, il me dit non, je ne suis pas encore câblé. Mais sinon, aujourd'hui, quand on va rentrer, tu vas pas les portes rideaux, on va mettre tous les rideaux de la maison comme ça, on va venir mettre le câble. Il dit, ah, il dit que, toi, c'est. Il dit que oui, tu sais que toutes mes choses sont restées là-bas, sinon, c'est quand il va coucher, qu'il va rentrer là-bas, là, il va venir ici, là, laisser quelques de mes choses. Le tout on va voir ça à Yabassi. Comment je suis à Yabassi? Il dit oui. Ah, celui-là. Je vais m'étaler comme ça là. Je comprends souvent baby, baby. Baby, baby. Et il me tourne comme ça là. Je dis, c'est quoi? Parce que comme eux ils m'appellent, attention. C'est quoi ça, mes enfants m'appellent, ou ma mère, ou attention. Je dis donc, attention, c'est quoi? Je fais comme ça, je trouve qu'elle est comme ça là. Je commence, donc, je me lève, donc, je commence à lui gifler, gifler. Dit à son collègue, pardon, viens avec l'alcool. Dès qu'elle est venue, avec l'alcool, j'ai frotté sur la face de Koumaté, qui est juste ici là. Après, elle a fait, il dit à Vine, attention. Il me dit que c'est quoi? Il me dit, j'ai ça mal. Il dit donc à son collègue d'aller chercher la voiture. Ce n'est pas qu'on avait porté Koumaté. Son collègue avait arrêté de ce côté, moi aussi j'ai arrêté de ce côté, elle-même qui marchait. Elle est entrée dans la voiture, à la cabine. Non, à la cabine, moi j'étais à la cabine. Et lui, son conjoint était assis, comme ça. Là. Il s'est couché, il a fait coucher à lui de ce côté, comme ça. Là. Il a mis sa tête comme ça, comme j'ai mis la tête de ma petite fille. C'est comme ça qu'ils étaient dans la voiture. On arrive à 13. On a trouvé les patients. Ils disent que maman, il n'y a personne ici. Ici, ils arrivent ici à partir de 8h, 9h, 10h. Mais il dit que, mais, il est là à 8h, non? Il dit que, mais, on vous a dit qu'à partir de 8h, 9h, 10h, 11h, comme je dis, c'est samedi, c'est pas là tôt. Et allez plutôt, amenez plutôt enfant, plutôt, soit à Nilon, soit à la Quintini, là, d'où vous voulez. Je vais trouver une femme. Il paraît que c'est elle qui était des gardes ce jour-là. Maintenant, on prend la voiture. On arrive à Nilon. C'est moi qui vais ouvrir le portail. C'est moi qui vais ouvrir le portail. Le taximan est entré. Je suis donc sorti de la voiture. J'ai dit, je suis sorti en criant que pardon, venez sauver mon enfant. Ça ne va pas ici à l'hôpital. Il n'y a pas les gens ici. Là. Il y a un monsieur qui est sorti, il était sur les escaliers, un seul. Il n'y avait pas deux. Il dit que ma mère, je suis ici la seule. Nous ne sommes pas deux. Il dit que mais le médecin n'a pas dit qu'il n'y a personne. Je suis seule. Il dit que bon, oui, ok, il y a donc un cas ici dans la voiture. Il a dit qu'il n'est même pas venu regarder pour dire qu'il devait consulter. Il n'a même pas consulté. Il a dit, madame, amenez votre enfant soit à la quintini, soit à D2, ce n'est pas mon niveau, à notre niveau. Il a demandé, il y avait donc l'une de mes soeurs qui travaillait là-bas à la quintini, à Nilon. Il dit que je veux ma misère, Adèle Yonké, on dit qu'elle n'est plus ici. Il dit, oui. Il dit au taximan, j'ai encore ouvert le portail, le taximan est sorti. Mais parce que le congé de ma fille n'était même pas descendu. La voiture, pendant ce temps, il portait encore la tête de sa femme. Elle gémissait, elle disait, c'est comme ça que je gémissais. On sort. En passant alors maintenant vers la gare au Tchakayabassi, c'est que je vois le père de mes petites filles. Je dis au taximan, arrête-toi, c'est arrêté. Il doit faire quoi? Blaise, viens. Il veut dire que, voilà, Avine, ça ne va pas. La façon qu'on avait donc appelé Blaise, viens. Voilà, Avine, ça ne va pas. C'est le frère de Také Rose qui m'avait suivi
Donc, quand il m'a su, il a compris que la vie, ça ne va pas. Il est entré dans la voiture, à la cabine d'où moi j'étais assise. Il est entré, après il a fermé. Moi j'ai pris la moto. Pendant ce temps, j'ai appelé Félicité. Il a félicité que nous voyons qu'il soit d'aller à l'hôpital. Alvé, ça ne va pas, elle veut accoucher. Où c'est l'accouchement, où c'est. Elle m'a dit, je ne sais pas. Trouve-moi à la Quintini. On arrive, moi j'arrive à la Quintini. Félicité arrive à la Quintini avant moi. Moi j'arrive à la Quintini avant Koumateke. Dès qu'on est entré comme ça au portail, en me tournant comme ça, je vois la voiture entre. Nous sommes allés aux urgences, il n'y avait personne. Nous sommes entrés aux urgences, il n'y a personne. Après, il y a un monsieur qui nous avait conduit, nous a dit que, comme par l'hôpital du jour, à l'hôpital du jour, on nous a dit maternité. Nous sommes allés à la maternité. À la maternité, il y a le feu de Také Rose avec Félicité et moi, nous sommes entrés. On a trouvé 2 dames avec un monsieur. On nous a dit bonjour. Félicité a dit, il y a un cas dehors. J'ai ma soeur, ma gosse qui est malade. Je ne sais pas si c'est la maladie ou c'est l'accouchement. Elle va accoucher. Pardon, suivez-nous, venez regarder. Ils nous ont dit, avancez, on arrive. Dès que nous sommes sortis. Ah. Je fais lui dire que mes Félicité, mais les gens nous ont demandé que avancez, on arrive. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore là. On ne repart encore pour une 2e fois. Mais on nous a dit qu'avancez, on arrive, non. On n'attend rien. 3e tour, ils ont fermé tous les bureaux. On t'attendait donc. C'est moi qui dis donc à Félicité que, regarde, c'est comme si les gens, c'est même quand c'est les vitres fumées, c'est comme si les gens étaient à la maison aussi là. Elle a commencé donc à faire le bruit, elles ont ouvert. Il y a quoi, mais on nous a dit qu'il y a un cas dehors. C'est quoi? Souvenez-nous, à Tuvaso, il y a des gens qui connaissent ici, là, on va se aller ensemble. Après, ils sont sortis. Est-ce qu'entre-temps, Monique était encore vivante? Oui. 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 Monique était encore vivante. Elle vivait. Est-ce qu'on consulte quelqu'un dans la voiture? Hein, monsieur? On consulte quelqu'un dans la voiture. On ne consulte pas quelqu'un dans la voiture. Pour mieux consulter quelqu'un, on fait descendre quelqu'un de la voiture pour l'amener même dans la salle, pour voir ce qui ne va pas. Ils n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas fait cela. Après, il y a un monsieur qui est venu avec le truc qui met dans les oreilles là. Il fait tatouer, touche. Il dit, c'est comme si elle est morte, aller là-bas à la morgue. L'autre femme qui dit, si elle meurt ton problème, c'est quoi? Je me suis tourné et dit, hé, ma mère, la fois que tu vois là dans la voiture, c'est mon enfant, c'est une petite fille. Elle n'a que 33 ans. Toi, tu n'as pas d'enfant. Toi, tu n'as pas d'enfant à la maison. Après, le major a dit, entrez. Ils sont entrés, donc le major a fermé. Ils ont abandonné là dehors, la monnaie qui était à côté de la voiture. Bon, maintenant, alors, on dit au chauffeur, amène-nous à la morgue. Nous sommes allés à la morgue. Le morgue a dit que ici, chez moi, je garde les morts, je ne garde pas les vivants. Rentrer à la maternité. Nous sommes rentrés à la maternité. Qu'est-ce qui fait que Také Rose pas acheté la lampe de souris à la pharmacie? Il y avait une voix qui sortait là-haut. Et que la personne, c'était une infirmière, elle avait deux habits, la blouse sur elle. C'est elle qui donc dit, allez acheter la lampe de souris à la pharmacie avec les gants. Quand on arrive, elle arrive, Také Rose pas acheter, elle arrive et dit que voici ça ici. Voici la lampe de souris. Bon, après, il dit que mais si vous pouvez travailler, non. Il dit que, hey, Také Rose a dit, ok, quand elle est donc restée attendre, elle n'a vu personne. Elle n'a vu personne. Maintenant, bon, elle a dit, moi, je peux. Parce que les enfants qui bougent en ventre, moi, je peux. Directement, on a porté Monique, on l'a fait coucher devant le portail. Vous avez même vu les images devant le portail. Elle pleurait en priant. J'ai posé la question, maman, tu peux comme ça. Avine, c'est ma morte. Elle me dit, non, maman, on laisse. Elle n'est pas morte. Quand je viens donc, je mets l'oreille comme ça là. Je touche ici là. Je ne comprends pas pourquoi ça tape. Ça tape. Excusez-moi, même quand c'est le gibier qui meurt, quand on coupe même ça, sur le cou, sur le ventre, et si le gibier a déjà fait 3 heures du temps, 4 heures du temps, 2 heures du temps, le sang qui était de ça que vous avez vu couler là, ça peut couler comme ça. Je pose la question. Comme ils ont vu. Alors, où est-ce que votre
Vous avez donné un nom. Celle qui s'est occupée d'ouvrir le ventre de Monique Okay. a eu le courage de le faire. Pourquoi elle l'a fait? Elle a fait ça parce qu'elle voulait sauver l'enfant et la mère. Soit l'enfant, soit la maman. Parce qu'on ne connaissait pas que c'était les jumeaux. Il a demandé si ces enfants-là vivaient aujourd'hui là. Ce que tout le monde est fier. Oui. Parce que je ne peux pas perdre 3 têtes. Je perds la maman, je perds les enfants. Oui, elle a eu la volonté. Ceux-là n'ont pas eu cette volonté-là, mais elle a eu la volonté de sauver les 2 têtes-là. Soit la maman, soit le bébé. Parce que nous, on ne connaissait pas que c'est les jumeaux. Et vous continuez de vous voir? Avec ta Rose, oui. Elle vient soit me rendre visite. Quand j'étais en Bopi, elle vient me rendre visite. Ce qui est parce que je suis allée à Yabassi. Elle ne regrette pas le geste qu'elle a fait? Non. C'est elle plutôt qui vient me reconforter. Elle vient me dire, maman, ça arrive. Moi, je savais que je devais sauver soit la maman, soit les enfants. Mais c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Elle vient souvent me saluer. Alors, vous avez entre vos mains, je voudrais dire sur vos cuisses, une fillette. C'est l'enfant de qui? C'est la dernière née de Kumatekel Monique. Elle a 3 ans. Elle a laissé combien d'enfants? Elle a laissé 3. Il y a 2 autres qui sont là-bas, ils sont assis là. Et le bébé. Alors, selon vous, c'est que Monique est arrivée à l'hôpital vivante encore, elle n'était pas morte. Oui, je vais vous mentir pourquoi. Elle n'était pas morte. Quand quelqu'un me... le monsieur a dit que nous sommes arrivés à Et pourquoi vous ne l'avez pas dit quand tout le monde voulait savoir? On vous cherchait, il n'était pas... Qui pouvait se mettre à ma place parler? Personne ne pouvait se mettre à ma place parler. Un coup pareil, quelqu'un peut avoir le courage, moi la maman de l'enfant, il peut avoir ce courage-là. Pour maintenant, j'ai eu un peu de courage parce que bon, ça a été de passer un peu. Mais sinon, je ne pouvais pas avoir ce courage. Il y avait quand même parlé. Et c'est le mensonge qu'ils ont dit là, ce que moi je parle, et ce que j'avais parlé même au début, ça ne concorde pas. Et on a dit qu'elle est arrivée à l'hôpital étant malade, c'était pas... qu'elle avait un autre problème, c'était pas simplement la grossesse. C'était pas simplement la grossesse. Ils ont imaginé. Puis ils n'ont pas pris part d'elle. Par comment ils ont su que c'était pas la grossesse, mais c'est la maladie. Ils ont examiné comment Tekel. Ils n'ont pas examiné comment Tekel. Mais oui, ils n'ont pas examiné. Moi, je n'ai plus envie de beaucoup bavarder. Parce que ça va m'amener à beaucoup réfléchir. Et que je pleure de le bon Dieu. Et ce que je pleure beaucoup, c'est les enfants-ci. Ma part est pour les enfants de Kumatekel. Alors, et entre-temps, pendant les obsèques, on vous a vu, on vous a cherché, on ne vous voyait pas. Vous étiez pratiquement encerclé par des personnes qui ne voulaient pas qu'on vous rencontre aussi. Vous aviez quand même un peu le moral à ce moment-là. Il y avait les gens qui étaient toujours avec moi pendant les obsèques. Je ne manquais pas les gens. Vous avez vu à la veillée, il y avait les policiers, il y avait les militaires. Ils avaient quoi comme rôle à jouer là-bas? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Ça, on a fait jusqu'à les gens qui avaient même envie de voir le corps de Kumatekel. On n'a pas pu voir. Oui. Qui a vu? Vous avez vu? Non. Vous qui êtes à côté de moi là, vous étiez à la quête, vous avez vu le corps de Kumatekel? Non, je n'ai pas vu. Voilà. Et pourquoi on nous a empêchés de voir? Je ne sais pas. Bon, moi il me dit qu'on a empêché de voir parce que les gens pensaient que le bruit devait se reproduire. Que bon, ce qui s'était passé le premier jour, peut-être que ça pourrait se reproduire le même jour. Peut-être c'est ça. Alors aujourd'hui, vous êtes la mère de tous ces enfants-là, les enfants Oui. qu'elle a laissés et même vos enfants. Oui. C'est pas lourd pour vous? C'est difficile. Oui, c'est difficile parce que c'est Kumatekel qui était mon mari. C'est Kumatekel qui était tout pour moi. Tout pour moi. Tout pour moi. Kumatekel était mon mari. Kumatekel était mon père. Kumatekel était ma mère, ma copine, ma soeur. Il dit tout pour moi. Quand Kumatekel vivait, je brillais. Je brillais.
Aujourd'hui, il va oublier comment? Avec toute la charge là. Et les remords. Il va oublier qu'il va me donner. Il y a eu beaucoup de promesses quand même pendant ces obsèques-là. Les gens sont venus vers vous dire il va avoir, ils vont s'occuper des enfants, ils vont tout faire pour ces enfants-là. Et vous-même aussi. Il y a eu beaucoup de promesses. Même quand tu étais à la morgue, on a dit que madame, nous sommes ensemble. Mais le jour, depuis que Koumaté est monté, personne ne m'appelle. Il y a souvent une seule dame qui m'appelle souvent, madame Kawal. Oui, qui m'appelle, maman, c'est comment? Ça vous va? Je dis oui. Ça vous va? Il y a aussi, bon, les gens de l'équinoxe aussi qui m'appellent, maman, comment va le bébé? Ça, les enfants vont comment? Et que ça va. Même les gens de Canal 2 m'appellent. Les gens qui ont assisté l'enterrement jusqu'à le début, jusqu'à la fin. Ceux qui ont pris mon numéro. Il y a eu des hommes politiques qui sont passés, à la société civile, toutes ces personnes sont passées chez vous. Ces personnes n'ont rien fait pour vous, jusqu'ici? Non, je sais que il y a Madame Kawala qui a fait quelque chose pour moi. Il y a la diaspora aussi. Il y a un groupe de jumeaux qui sont venus aussi nous regarder et nous ont aussi aidés. Mais les gens politiques... Et comment vous vivez avec ces enfants maintenant? Vous parvenez à manger, vous parvenez à acheter du savon et autres. Vous avez contacté ces personnes plus tard, quand vous êtes revenu de l'enterrement? C'est responsable qui vous ont promis des choses et... Oui. J'ai contacté la dame que je vous parle là. Elle avait contacté, mais c'est passé, elle avait eu deuil. Elle avait perdu soit sa maman ou soit son papa. Madame Kawala, non. Bon, depuis ce moment-là, comme j'avais perdu mon téléphone... Elle n'était pas la seule qui vous promettait des choses? Oui, elle n'était pas la seule. Tous ces gens-là, c'est moi qui dois les rappeler, parce qu'il n'avait pas le numéro de tous ces gens-là. Donc chacun venait parler, faisait son discours et il partait? Moi, il dit bien que la diaspora, ils m'ont promis, ils m'ont aidé. Hein? Et plus il y a le groupe des enfants jumeaux, oui, et la dame que je vous parle là, qui d'autre encore? Personne ne m'appelle, personne ne vient auprès de moi. Personne ne me demande comment vont les enfants, comment voici les congés, la rentrée serait comment. Personne ne m'appelle, personne ne me demande, personne ne... Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Alors, je voudrais vous inviter à, tout comme les téléspectateurs, à vivre un peu votre quotidien depuis le décès de votre fille, Monique Koumaté Kell, et comment est-ce que vous fonctionnez au quotidien avec les enfants, comment vous vous battez, votre vie d'avant, pendant que votre fille était encore en vie. Donc je vous invite à suivre le reportage, tout comme les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Et juste après, nous allons recevoir les experts pour davantage avoir des éclairages sur cette question, l'affaire Koumaté Kell. Les lendemains de la disparition de Koumaté Kell sont désormais une preuve très difficile pour sa famille. Dans un coin du 3e arrondissement de la ville de Douala, vivent la maman de Koumaté Kell et les enfants laissés par cette dernière. Au milieu de cette cité, maman Anne et les enfants de la défunte occupent une chambre, celle laissée par sa fille. Un matelas jeté à même le sol, sur lequel toute la famille passe la nuit. C'est aussi dans cette même pièce qu'est effectuée la cuisine. Dans cet environnement, maman Anne et ses petits-enfants broient du noir. Le trou d'une souris ne remplit pas. Oui, on dit souvent que même si la souris pompe beaucoup d'enfants, mais son trou n'est jamais petit, Le trou d'une souris n'est jamais petit. Hein? Parce qu'il y a plusieurs souris qui entrent. Le matin, tu les vois, en journée, tu les vois sortir. On se demande que mais c'est le pédale, le petit trou là, toutes les souris la sortent. C'est comme ça que nous vivons ici. Oui, et là, comme je suis ici, là, si j'ai les étrangers, ma voisine est là. Oui, elle ne peut pas refuser que mes enfants entrent chez elle. Dieu est grand. C'est Dieu qui nous aide, qui nous garde. Mais je dis bien que c'est difficile. Dernièrement, j'avais acheté
un sac de 25 kilos. C'est ce matin que c'est fini. Quand il y en a, on mange. Quand il n'y en a pas, bon, on s'entraide. Depuis qu'elle est partie là, dans ma tête, avant, pour mentir, avant, je croyais qu'elle était partie pour revenir. C'est maintenant que je ressens son absence, oui. Mais je dis beaucoup merci à Dieu parce que il y a d'autres même qui meurent sans rien laisser. Oui. Comme je suis avec mes petites filles, et même pas moi, quand je marche avec tous mes enfants, je ne présente pas que ça, c'est ma petite fille. Et que voilà, tous mes enfants. Oui. C'est quand quelqu'un est curieux, ceux qui les connaissent, et que voilà la première fille de Kouma Tekel, voilà la deuxième et troisième. Bon. Quand on demande, je te vois avec les enfants, je dis que ça c'est pas ma petite fille ici. Ma fille qui est morte, c'est sa fille, elle m'a laissé avec sa fille. Mais je suis fière d'avoir mes petites filles auprès de moi. La fierté dont elle évoque est diluée dans la douleur. La douleur d'avoir perdu celle qui était le poteau central de la famille. Dans cette douleur, Maman Anna a désormais à sa charge 9 personnes à élever, parmi lesquelles les 3 enfants laissés par Monique Kouma Tekel. C'est difficile, parce que pour le moment je ne fais rien. Parce que l'école qui vient bientôt, vraiment, je n'ai pas la possibilité de payer l'école des enfants. Parce qu'avant, quand leur maman vivait, on se réunissait, on mélangeait les mains pour payer l'école des enfants. Aujourd'hui, me voici seule. Donc c'est pour ça que je veux bien, non. Si j'ai un problème, tu dis que j'ai un problème, non. Tu es mon fils, ne pas te mentir. J'ai des sourires pour moi avec ces enfants-ci. Il faut payer l'école à mes enfants, il faut payer l'école à mes petites filles. Comme vous voyez que je suis capable de payer le collège. Dans quoi? Sur quoi je ne travaille pas, rien. C'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est difficile, d'autant plus que la rentrée scolaire approche à grands pas. Et il faut bien que ses progénitures aillent à l'école. Regarde la petite, elle a 3 ans, elle doit faire la maternelle. Elle fait 4e. La petite, elle fait le cours moyen 2 à l'école publique Caïman. Celle-ci, elle fait 4e, la petite soeur de 3e année. La petite soeur de la défunte. Celle-là, elle est avec moi, les 2. Tous, les garçons. Bon, moi je suis fière de les voir, mais il y a un manque. Il y a un manque. C'est elle qui était notre père. C'est elle qui nous mettait à l'aise. Elle était notre père, notre mère. Elle était mon mari, elle était tout pour moi. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Je suis où? Les enfants, moi je croyais même que les gens pourraient même m'aider, même appeler l'école des enfants, mais personne ne m'aide, personne ne m'appelle. Depuis l'enterrement, personne ne m'appelle. Avant même l'enterrement, on m'appelait de gauche à droite, de gauche à droite. Mais depuis qu'on a enterré, on m'a abandonné. Oh, je te disais, ouais, après l'enterrement, on va vous appeler, on va vous aider pour les enfants. Facilement, on fait 2 jours là-dedans, là, sans sortir. C'est-à-dire que passer les pleurer. Donc quand les enfants aussi me voient pleurer, elles aussi se mettent à pleurer. C'est les filles. Elles se mettent aussi à pleurer. La vie de cette femme n'est pas un long fleuve tranquille. Toutes les promesses qui lui ont été faites par les tiers sont restées vaines. Vu une promesse, donc on l'a proposé de l'argent. Mais l'argent que moi je sais qu'elle a encaissé en espèces, c'est 1 million. Puis on parlait de 1,5 million. Elle a fait appel à son beau-fils, le père de ses enfants, de ses petites filles-là. Il est venu, ils sont allés le jour-là récupérer cet argent-là. Mais ils n'ont pas tout pris. La personne qui devait les remettre cet argent les a remis 1 million. Bon, 500 000 a disparu. Donc c'est tout ce que je sais à propos de ça. Bon, les promesses pour la moi, je ne sais pas. Peut-être si elle a eu, moi je ne peux pas être au courant, je ne sais pas. Mais elle continue de subir les menaces de certains membres de la famille qui croient mordicus qu'elle aurait perçu plus de 5 millions de francs CFA. Que non, retorque sa voisine. Mais je crois que les gens qui sont en train de vouloir l'aider, je crois que vraiment je dois leur donner la force. Je dois aider cette femme-là parce que vraiment, elle est vraiment
serré avec tous ces enfants-là. Parce qu'il y a toujours des problèmes chaque jour avec ses enfants même. La mettent mal à l'aise, disant qu'on lui a donné l'argent et qu'elle mange, elle utilise ça seule, alors qu'elle-même, elle ne voit pas l'argent. Il y a même le petit frère de la défunte, le garçon, qui a insété une petite. Avec les enfants. Oui, parce que celle qui m'aidait n'est plus là. Aujourd'hui, son seul espoir repose sur le Dieu de la création pour leur protection afin d'éviter que les enfants de la défunte ne tombent dans la dérive. On dit souvent qu'il y a d'autres enfants qui deviennent malhonnêtes, qui deviennent bandits, qui deviennent n'importe quoi. Mais moi, je prie beaucoup Dieu que mes enfants ne deviennent pas comme ça parce que la pauvreté ne doit pas nous envoyer à faire certaines choses. Moi, je prie toujours Dieu. Et dans la nuit, quand je dors avec ma famille auprès de moi, je lui dis merci. Le matin, quand je se réveille, après, je lui dis papa, merci. Mais comme ne m'oublie pas, comment qu'elle a laissé les enfants, que ces gens-là, vous tous, pardon, il faut penser aux enfants de comment les aider. Je pense à ma mère commence à pleurer. Quand je pleure, mes petits soeurs commencent aussi à pleurer. Je me demande de me calmer. J'aimerais qu'on me fasse l'école et mes outils scolaires. Parce que ma grand-mère ne nous a pas encore acheté les choses, elle dit qu'elle n'a pas l'argent. Les charges de maman Anne sont énormes. Avec 9 enfants sous sa responsabilité, elle a besoin du soutien de tous pour... Sous un ciel clément, l'équipe de regard social est sur la route qui mène à Yabassi, un des départements de la région du littoral. Malgré le mauvais état de la route, l'équipe de regard social a voulu vivre le quotidien de maman Anne dans son village. La maman de la défunte Kouma Tekel est une cultivatrice. Elle vit grâce à ses champs. Parce que c'est très nourrissant. Je ne peux pas que les enfants puissent manger. Et c'est très nourrissant. Le comme-ci là. Si je ne fais pas ça, comme ça, si je ne fais pas le comme, je peux m'en sortir avec ma famille, avec ma petite famille. Parce qu'ils sont nombreux. Pourtant, lors du décès de sa fille, elle a reçu beaucoup de promesses. Des promesses qui n'ont pas été entièrement tenues. La maison, c'est là, je viens de faire ça. Par le deuil de ma fille. Comme les gens disaient qu'on va construire une maison en étage au village, c'est comme ça, voilà la maison. Là, bon, les moyens qu'on va donner pour le deuil, là, c'est là que j'avais enlevé un peu d'argent pour faire la maison, c'est que vous voyez comme ça. Là. Que j'ai construit ça au moment du deuil de ma fille. Ça m'a coûté 350 000. On m'avait aidé, m'avait donné 2 100 000. 1 100 000, c'était pour le corbillard, le cercueil et minibus. 1 million, c'est peut-être pour la collation.
C'est là que j'ai enlevé la rame pour faire la petite maison aussi. La maman de Kouma Tekel souffre depuis la mort de sa fille. Elle se sent incapable de nourrir les 9 personnes désormais à sa charge, parmi lesquelles 3 enfants laissés par Kouma Tekel. Avec la rentrée scolaire à venir, aucun espoir de voir les enfants aller à l'école ne se pointe à l'horizon. Elle a besoin de vous pour sortir de ce pétrin. À chaque fois qu'elle s'est rendue au village, Maman Anne n'a pas manqué de faire un tour sur la tombe de celle qui représentait l'espoir de toute la famille. Voilà à quoi se résume désormais la vie de la maman de Kouma Tekel et les enfants laissés par cette dernière. Vous avez compris qu'elle a du mal à joindre les 2 bouts. C'est ça votre nouvelle vie? Oui. Oui, la nouvelle vie là-bas. C'est dur. Trop dur. Beaucoup dur. Pourquoi vous pleurez? Mettez-vous à ma place, vous n'allez pas pleurer. Vous qui êtes assis là à côté de moi, ça vous fait mal, non? Plus forte raison, moi, sa mère. Peut-être que je vais oublier le premier, c'est quand elle est morte. Mais tant que je vis, je vivrai, je ne vais jamais oublier. Très bien. Alors, nous sommes rendus à la deuxième partie de cette émission et comme vous le savez, c'est avec des experts qui sont déjà sur ce plateau, des experts qui vont apporter leur part de version tout au moins, ou alors analyser la situation telle que vécue par vous également, vous qui nous regardez en ce moment. Edith Kawala, bonsoir. Bonsoir. Vous avez coulé une larme aussi. Oui, je crois que c'est très difficile de regarder ces images sans ressentir des émotions très fortes. Alors, vous êtes sur ce plateau en tant que président du conseil d'administration de Cameroun Obosso, c'est une association. Membre du conseil d'administration. Membre du conseil d'administration, merci. Il ne faut pas que j'usurpe la place du président. Voilà, merci d'être avec nous ce soir pour apporter votre soutien. On vous a cité plusieurs fois sur ce plateau par cette dame. Vous lui avez apporté votre secours. C'est votre nom qui est revenu plusieurs fois. Oui, mais je crois que si notre nom revient, c'est dramatique. C'est dramatique parce que nous avons donné un appui qui était un appui, un élan de cœur. On n'a pas du tout donné l'appui systémique dont elle a besoin. Je crois que ce cas, on voit bien comment notre État, notre gouvernement, c'est le gouvernement qui a failli. C'est le gouvernement qui a failli en ce qui concerne le système de santé. Cette dame, elle est décédée à cause de notre système de santé. Et on constate que même dans ce cas-ci, qui nous a mis à nu devant le monde entier, le monde entier a été choqué par ces images, a été choqué que ça puisse arriver à une dame en 2016. Et on voit que après ça,
la famille. Donc si jamais il y a une famille qui mérite à ce que par la suite, on lui apporte un soutien. Il s'agit des enfants. Ils doivent aller à l'école, oui, ils doivent manger, ils doivent avoir des soins de santé. C'est tout un système. C'est pas, on ne doit pas mettre la mère de Monique Koumatekel dans une position de faire des coups de cœur, de demander au Camdu de mendiante. Très bien. Elle a perdu déjà toute sa dignité en tant que mère dans cette situation. Et c'est une situation, si jamais l'État du Cameroun se sentait un peu responsable, ces enfants-là ne devraient même pas avoir à réfléchir pour aller à l'école. Très bien. Alors, vous allez davantage nous dire ce que vous pensez de cette question tout à l'heure. Maître Joseph-Claude Bidiga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Oui. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous avez également regardé ces images. Vous avez écouté cette maman qui est aujourd'hui presque épuisée. Oui. C'est la première fois que je la vois. Il se trouve qu'au lendemain de cet événement, j'étais invité sur cette chaîne, par l'un de vôtres, à une émission qui devait passer un dimanche à midi. Nous avions pensé qu'avant de passer par l'émission, à l'antenne, que nous puissions faire un tour à l'hôpital Akintini. Nous y sommes partis pour qu'il y ait, comment je peux dire ça, pour qu'il y ait une sorte de contradiction entre ce que madame, ou ceux qui étaient proches de madame la mère de Koumatekel disait et ce que les médecins disaient également. Et vous savez, vous avez suivi comme moi que par la suite, il y a eu un reportage qui a été fait à partir de PK13 jusqu'à l'hôpital Akintini. Il se trouve que les deux versions sont totalement différentes. Dans la version qui nous a été donnée par l'administration, appelons ça ainsi, par l'administration de manière globale, parce que PK13, ce n'est pas l'administration. C'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est un secteur, c'est une structure privée. C'est que madame Koumatekel était décédée au moment où elle arrivait à la Akintini. C'est la version qui a été donnée là-bas. Aujourd'hui, et madame, sa mère, nous donne une autre version qu'elle a d'ailleurs eu à soutenir auparavant. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Quelle que soit la version, il est un fait réel. C'est que le monde entier a vu comment une dame qui venait donner naissance aux enfants a été charcutée à l'intérieur d'un hôpital sans que cela ne puisse être, comment je dis ça, interdit, c'est-à-dire empêché. Parce que nous avons quand même la police, nous avons quand même des personnes qui auraient pu au moins mettre une ceinture de protection pour que, même si un événement comme ça se passe, que ça ne soit pas devant tout le monde. Là, c'est le premier problème. Le deuxième problème également, c'est que j'ai suivi ce que monsieur le gouverneur disait. Il disait qu'on meurt de tout. On meurt d'AVC, on meurt de... Et les personnes qui meurent en couche, tous les jours, on en trouve. Cette semaine encore, il y a beaucoup qui sont encore enterrés, etc. Donc je dis, ce qui est quand même important, c'est que ce fait arriver, et c'est là où je rejoins un peu Mme Kawala, c'est que ce fait est emblématique en réalité de la situation dans nos établissements sanitaires. Et l'administration doit pouvoir prendre en charge, essayer de profiter de cet événement, même si elle ne se sentait pas responsable des faits qui sont tenus, que l'administration prenne appui sur cet événement pour pouvoir améliorer le système de santé, mais également la prise en charge des personnes vulnérables. Merci d'être là ce soir. Et juste en face de vous, il y a Dr Léon Fozo. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes psychiatre et consultant de regard social. Merci d'être là ce soir. Vous avez également regardé ces images. Vous avez écouté la maman de la défunte. Quel premier commentaire? Ce sont des images, elles sont toutes choquantes à tous les niveaux. Dès le départ, l'image d'une éventration là, dans un service public de santé, c'est-à-dire entouré des personnels de santé. Ensuite, l'image de gaz lacrymogène. Voilà une situation déjà choquante où tout le monde est choqué et les gens viennent manifester. C'est tout à fait logique que dans une telle situation, dans un tel événement, les gens puissent manifester. Mais au lieu de les laisser manifester calmement,
on les accueille par les gaz lacrymogènes. Hein, ce réflexe habituel là sont des choses qui doivent être abandonnées. Ce n'est pas tout, c'est pas normal du tout. Et ensuite, l'image d'abandon. Cette famille, cette dame et toute sa famille a été complètement abandonnée. Abandonnée durant la période des événements et abandonnée jusqu'à ce jour. Parce que déjà on aurait dû faire beaucoup de choses pour eux pendant la période des événements. Ce sont des situations difficiles où tout le monde souffre. Pas seulement elle, mais toute la famille en ce moment-là. Les actes qui ont été posés sont des actes graves et difficiles et qui nécessitent des prises en charge même de toute la famille. Rien n'a été fait. Donc, il y a toute une série d'abandons depuis le début jusqu'à l'heure actuelle et tout ça, c'est pas normal. Alors, docteur, vous gardez la parole et maintenant sur le plan psychologique de la famille, de la maman et bien entendu des enfants qui ont perdu leur mère de manière brutale, qui ont vu comment on a éventré le moment devant tout le monde, ça permet quand même de vivre aussi normalement? C'est très difficile. Ce sont des situations qui bouleversent quand même la personne, quelle qu'elle soit. La personne même qui a commis l'acte dans une situation de détresse et d'espoir mêlés à la fois, c'est une personne qui ensuite ne doit pas être tranquille. C'est une personne qui nécessite d'être ensuite prise en charge. Elle doit pouvoir évoquer ces événements, on doit pouvoir en discuter et avec à la fois et la famille et les personnes extérieures, parce que ce sont des choses qu'il faudra intégrer pour pouvoir vivre la vie suivante. Et lorsque ceci n'est pas fait, on porte des charges lourdes qui ne permettent pas de mener la vie habituelle sans problème. En dehors d'elle-même, il y a les enfants. Et il y a les enfants, il y a la mère, et même toutes les personnes de la famille qui ont assisté à cet acte-là. Toutes ces personnes-là devaient être prises en charge en ce moment-là pour les aider à évoquer ce phénomène, pour les aider à intégrer ça, ce qui s'est passé dans leur vie pour continuer la vie par la suite. Alors, Edith Kawala, mais au moment où on avait tellement besoin de cette femme, de ce témoignage, on ne l'a pas eu. Elle était carrément enfermée dans un système qu'on ne peut pas maîtriser. C'était quand même le moment où elle pouvait dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, 5 mois après, est-ce que c'est pas tard? Pas du tout. On ne va pas faire d'elle, je ne sais pas, on ne va pas faire d'elle une victime à maintes reprises. Je crois que là où on est interpellé aujourd'hui, on n'a rien à demander à la mère de Monique Koumaté-Kell. On n'a pas à lui demander, le docteur vient de dire, vous vivez, imaginez, c'est son enfant. C'est son enfant, c'est un enfant qu'elle a mis au monde qui était dans ces vidéos. Pour nous autres, c'est choquant, etc. Mais c'est son enfant et ça s'est passé devant elle. Donc on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit qui a été sa manière de gérer ça. D'autant plus qu'il y a eu... Alors, moi, je voudrais souligner en quoi est-ce que notre gouvernement a mobilisé ses ressources. Elle n'a pas pu mobiliser ses ressources pour donner l'accès aux soins à Monique Koumaté-Kell, parce qu'il faut qu'on commence au commencement. Un des problèmes, c'est que, on a parlé, le chiffre pour les Camerounais, c'est 6 000 femmes par an au Cameroun qui meurent parce qu'elles veulent donner la vie. C'est un chiffre énorme, c'est parmi les pires dans le monde, même en Afrique. Donc, on n'a pas pu mobiliser les ressources pour lui donner accès aux soins, on n'a pas pu mobiliser les ressources pour lui donner les soins quand elle était en état de crise, il y avait personne, etc. On n'a pas pu mobiliser les ressources pour l'enterrer, on n'a pas pu mobiliser les ressources pour s'occuper de ses enfants, mais pour empêcher les gens à manifester. Alors moi, je peux vous dire, j'étais parmi les manifestants, c'était impressionnant. Là, l'État du Cameroun a su mettre toutes ses ressources
en mouvement. Au moment de l'enterrement, j'étais à la Quintini pour la mise en bière. Il y avait près de 200 personnes dehors que la police empêchait d'entrer pour donner les dernières honneurs à Monique Koumaté. Là, l'État a su mobiliser ses ressources. C'était choquant ce qui s'est passé à l'hôpital La Quintini. On a pris cette dame comme si c'était un membre de Boko Haram ou je ne sais pas quoi, entouré avec toute une armada de forces de l'ordre, police, GMI, militaires, etc. Donc on sait, donc ce n'est pas que l'État n'a pas les ressources. Parce que pour nous réprimer, pour sauvegarder son pouvoir, pour ces choses-là, là, il n'y a pas de limite. Les budgets sont là, il y a tout le nécessaire, etc. Je vous assure, seul l'argent qui a été dépensé sur le plan sécuritaire le jour de la Quintini, ça pourrait garder ses enfants à l'école pendant 1 an. Très bien. Donc, notre État a vraiment à revoir ses priorités. Et nous, en tant que citoyens, je crois que là où on est interpellé en tant que citoyen, bien sûr, il faut donner un coup de main à court terme à la mère de Monique et à toute sa famille. Mais là où on est interpellé, c'est qu'on ne peut pas continuer à vivre dans un système pareil. On ne peut pas continuer à vivre dans un système où, quand il y a un tel drame, quand il y a une telle honte pour nous, il n'y a pas un seul Camerounais ce jour-là qui pouvait lever la tête et dire que je suis fier de ce qui se passe dans mon pays. Et que quand il y a ces situations-là, même après ça, même après ces faits aussi graves que ça, l'État ne vient pas au secours du citoyen. Très bien, je reviens à vous dans un instant. Alors, Maître Biliga, on l'a écouté tout à l'heure, elle a eu beaucoup de promesses. Et elle-même dit avoir perçu 2 100 000 francs CFA. Et cet argent qui lui a permis donc de mettre sur pied cette bâtisse en matériaux provisoires, c'était pour accueillir les étrangers au village. Et l'autre argent est parti dans la collation et autres. Est-ce que c'était suffisant pour ça? Non, bien sûr que ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On doit lui donner un peu plus. Mais moi, je voudrais faire une autre lecture de cette histoire. Tout à l'heure, lorsque le reportage était fait, où elle citait le nom de Mme Kawala, et où je voyais plusieurs leaders politiques, des partis politiques, au devant de la scène, avec des mouchoirs, chantant l'hymne national. Je me suis dit, mais attends, cette personne faisait quoi là, à ce moment-là? C'est pour la soutenir? Ou bien pour décrier le système en place? Ils ont atteint l'objectif, mais est-ce qu'ils l'ont soutenu? Parce que si c'est seulement Mme Kawala qui a pu le faire, il faisait donc quoi là? C'est la question que je pose. Je le pose vraiment d'une manière peut-être brutale. Parce que je me serais quand même attendu à ce qu'on nous dise, en plus du fait qu'ils sont venus soutenir Mme Koumaté ce jour-là, ils ont pu par la suite apporter ne serait-ce qu'un tout petit peu pour pouvoir l'aider dans sa situation. Or, on a comme l'impression qu'ils sont venus faire ce qu'on appelle de la récupération. Et je voudrais également dire une chose également, c'est que qu'on ne se leurre pas, quand je le dis vraiment d'une manière simple, même si c'est Mme Kawala qui est là aujourd'hui, lorsqu'il faudra maintenir l'ordre public, elle va le faire. Suivez l'actualité actuelle, là actuellement, en Guinée-Conakry. L'opposant qui est au pouvoir aujourd'hui a fait combien d'années d'opposition? Il a été menacé de mort, on l'a condamné à mort, il a même failli mourir. Dès qu'il arrive au pouvoir, il y a eu un mort et quelques blessés lors d'une manifestation qui a eu lieu tout récemment. Ils ont recopié exactement les mêmes principes que... Cela veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les États du monde, la méthode peut changer, mais il y a ce qu'on appelle le maintien de l'ordre public, premièrement, et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le principe de précaution. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé avec le printemps arabe en Tunisie. C'était un simple incident. Un jeune homme qui s'est versé sur lui du pétrole et qui s'est immolé. Ça a entraîné la chute du président de la République, ça a entraîné la chute du président égyptien, ça a entraîné d'autres problèmes également. Donc je dis, c'est facile lorsqu'on n'est pas au pouvoir. C'est facile lorsqu'on n'est pas en charge de la protection de la majorité, de dire pourquoi ils ont fait ça. S'ils n'avaient pas fait ça, et que peut-être ce groupe avait pris
de la masse devenir 500 000, 1 million incontrôlable. Et se mettaient à brûler les maisons, comme on a vu à l'époque, avec le vent d'Est, où ces tabacs avaient été brûlés, etc. etc. Alors, je dis, bien, il y aurait eu des morts d'hommes à ce moment-là. On aurait dit, où était le gouvernement pour pouvoir canaliser cette situation? Je ne suis pas avocat de gouvernement, mais je le fais de manière froide. Je fais une analyse froide, au vu de ce que nous voyons dans tous les pays africains où les opposants sont venus au pouvoir. La nécessité de maintien de l'ordre public est là. Ceci dit, je dis, le gouvernement a pour rôle de pouvoir protéger les vulnérables. Madame, la mère de Madame Koumaté est cette personne-là qui a besoin de l'aide. Il faut maintenant que le gouvernement puisse le faire. Mais il ne faut pas oublier une autre chose également, c'est que le budget public ne s'exécute pas n'importe comment. Il y a, je le dis, je sais pourquoi, vous savez bien pourquoi je le dis. Le budget public ne s'exécute pas n'importe comment. Il y a des assignations. Lorsqu'il y a des postes de dépenses, elles sont affectées à un certain nombre de choses. Et c'est sûr que le ministère qui est chargé de ça, le ministère de l'Affaires sociales, ou bien de la famille également, les deux ministères, ont peut-être un budget alloué à ce genre d'action, comme on peut intégrer le fait que le ministère de l'enseignement secondaire ou le ministère de l'éducation de base peut prendre en charge ses enfants, les inscrire parmi ceux qui venaient faire des promesses, il n'y avait pas toutes ces personnes, c'était une personne qui parlait pour les autres, ou alors c'est chacun qui venait dire ce qu'il pense. Maman, vous êtes là présente, vous continuez à être avec nous sur ce plateau. En dehors de Kawala que vous avez cité plusieurs fois, il y a eu plusieurs leaders politiques et plusieurs personnalités de la société civile qui sont passés vous voir. Je dis, il y a eu plusieurs. Ici au Cameroun, il y a des gens qui sont dehors, qui ont envoyé les gens de venir me voir. Bon, comme le jeudi, le jour qu'il y avait la veille, c'est encore. Il y a des gens qui venaient me donner les fleurs, les bouquets de fleurs pour mettre, pour ceux qui écrivaient hommage à Koumaté. Bon. Après, il y a le groupe Diaspora qui est venu après l'enterrement. Il y a une dame qui est quittée des États-Unis pour ici. Ce que ma voisine disait là, tout à l'heure, là, elle expliquait, oui. Il y a aussi... Alors, vous n'avez plus rien des 2 100 000 que vous avez cités dans le reportage. Vous avez construit... Non, il y a tout, sans vous mentir, il y a les factures qu'on a sorties. J'ai mon chef de famille. Ce n'est pas qu'il a inventé. Mais j'ai dit, quand on a sorti ces factures-là, j'ai dit, même le monsieur a dit, oui, c'est vrai. Je lui ai remercié. J'ai dit que je lui remercie beaucoup de m'avoir aidé, les 2 100 000, parce que bon, je savais qu'il devait, après ça, il devait être avec nous. Et là, depuis, plus rien, quoi. Rien. Oui, Edith Kawala... C'est par rapport à ça que j'ai avancé, que j'envoie une annonce que on ne doit pas oublier les affaires de Koumaté. Les gens doivent les aider. Bon, ceux qui ont pitié, ceux qui ont la volonté, pardon, qu'ils ne nous oublient pas. Mais le gouverneur ne doit pas nous oublier. Voilà. Parce que c'est avant la mort de Koumaté, j'étais sa fille, j'étais sa soeur. Ayabassi, il a connu mon papa. Il vous appelait? Oui, il m'appelait. Non, il m'appelait au début. Bon, même après, il m'avait appelé une fois. J'ai causé avec lui. Après, il ne m'a plus jamais appelé. Mais sinon, au début, j'étais en train parce qu'il avait dit, comme il faut mettre d'abord une famille, c'est pas à Douala qu'on s'est compté, c'est pas la mort de Koumaté qui nous a unis. Non, à Ayabassi, nous étions toujours ensemble. Avant d'être gouverneur, nous étions ensemble. Il était préfet à Ayabassi. Oui, il a connu mon papa. Il connaissait presque toute ma famille. Même mon frère jumeau, il a connu. Alors, Edith Kawala, j'ai écouté, vous avez également écouté Maître Biliga tout à l'heure, qui a évoqué quand même un aspect important. Tous ceux qui sont venus, c'est vrai, ça fait mal, tout ce qu'on a vu, mais tous ceux qui sont venus manifester devant l'hôpital, qui aujourd'hui n'ont peut-être pas contribué, n'ont pas aidé, ne continuent pas à aider cette femme et ses enfants, c'était de la récupération, j'utilise ses propres termes. Est-ce que ça a servi à quelque chose, tout ça?
moi, je vais dire au Cameroun, c'est très important qu'on mette les responsabilités face aux responsables. Personne ne paye un impôt à un homme politique ou à une association caritative, etc. Nous tous, en tant que Camerounais, nous payons nos impôts à l'État du Cameroun. C'est cet État-là qui est responsable du bien-être des Camerounais. Toute action qui est faite auprès, dans un cas comme ça, les politiques, je ne comprends pas ce mot de récupération que j'ai beaucoup entendu à cette période-là. Ça veut dire quoi? Si un homme ou une femme politique n'est pas dehors au moment où un cas comme ça se produit, moi je vais vous poser la question, quel est le rôle du politique? La chose politique, c'est gérer la cité. C'est gérer le bien-être de tout le monde. Donc, au moment où on voit le système qui faillit de manière dramatique, on se doit d'être dehors. Maintenant, qu'on aide la famille Koumatekel, ça, c'est de la bonne volonté de tout un chacun. L'homme politique, l'opposant n'a pas une responsabilité pour aider les personnes vulnérables. Maître a bien dit, on est dans un État, cet État-là a des lignes budgétaires et ces lignes budgétaires prévoient des situations qui n'étaient pas spécifiées, bien sûr. On a sorti l'argent de la police où ce jour-là? On attendait une manifestation? On a bien pu trouver les policiers, le carburant, les véhicules, etc. Donc, dans le cas comme ce qui a été produit, un État, regarde, il y a une ligne budgétaire, personnes vulnérables, le nombre de personnes n'est écrit dans cette ligne budgétaire. Et on voit une situation d'urgence et on dit, on doit venir auprès de cette famille. Comment vous pouvez lui demander s'il lui reste quelque chose de 2 100 000 francs? C'est quoi 2 100 000 francs? C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est ce que l'État a pu avoir à ce moment-là. Non, mais toute personne qui a déjà enterré quelqu'un sait ce que coûte un enterrement. Et si l'État est à mesure, la sécurité au niveau de la veillée, la sécurité au niveau de la veillée, la sécurité au niveau de la Kintini. Moi, je n'étais pas à Yabassi, mais j'ai eu le compte rendu de Yabassi. Les policiers ont quitté Douala pour arriver à Yabassi. Ils sont capables de faire ça, mais ils ne sont pas capables d'assurer la scolarité d'un enfant. C'est quoi? C'est 100 000 francs, c'est 200 000 francs. On n'est pas capable d'assurer ça. Donc c'est une honte pour nous en tant que nation. Moi, j'ai honte quand je raconte ça. J'ai honte. Alors, ça ne ressemble pas à un pays. Le Cameroun ne devrait pas permettre cela. On ne devrait pas être sur ce plateau avec cette maman qui est en détresse et qui commence à demander des coups de cœur. C'est une honte pour l'État camerounais. Maître Biliga, il est question cette fois de continuer à aider cette famille, en tout cas cette maman qui a pratiquement 9 personnes sous sa responsabilité. Ça devient très lourd pour elle. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Bon, je dis, elle a frappé la bonne porte. Hein. Moi, je crois que votre émission, tout le monde le reconnaît, c'est une très belle émission et qui a pour but de veiller les âmes sensibles face aux problèmes qui se posent. Moi, j'ai vu les gens, plusieurs malades ici, des personnes qui ont des handicaps sérieux, qui demandent de l'aide, et il y a également une mobilisation qui intervient. Moi, je crois qu'une ou deux fois, j'ai eu à intervenir également dans ce genre de cas comme tous les autres Camerounais. Donc je pense que les Camerounais peuvent le faire, c'est-à-dire que nous sommes un peu plus solidaires, nous pouvons continuer à le faire. Je dis, l'État a un rôle à jouer, et ça il ne faut jamais le nier. Et là je suis d'accord avec Mme Kawala en disant, oui, il doit y avoir une ligne budgétaire pour les personnes vulnérables, et elle en fait partie, l'État doit pouvoir intervenir. Mais je dis également que lorsqu'on prend sur soi de venir dire qu'on est homme politique, et qu'on vient seulement pour manifester, pour dire que les autres ne font pas, et qu'on soit incapable de donner des propositions, de faire des propositions, ou bien de donner du poids à la parole qu'on aurait donnée, parce que je suis sûr et certain qu'en dehors de en plus de Mme Kawala, tous ces hommes politiques ou certains sont venus voir cette dame en lui disant, nous sommes avec toi, nous sommes derrière toi. Est-ce qu'ils sont venus par la suite? Je dis, je ne dédouane pas l'État.
Mais je dis, si nous voulons être des hommes politiques, il ne suffit pas seulement de venir, excusez-moi du thème, brailler, crier, manifester. On doit manifester également la solidarité qu'on demande pour les autres. Vous avez vu les conditions dans lesquelles elle vit aujourd'hui, beaucoup plus avec les enfants. Il y a la dernière année, en tout cas, on va le dire comme ça. Oui. Avant, bien sûr, les enfants qui sont partis avec leur maman, Oui. qui doit aller à l'école. Elle a 3 ans, vous avez dit. 3 ans. Elle doit aller à l'école aussi. Et là, manger, c'est un problème. Oui, manger, c'est un problème. Il faut facilement faire une marmite de riz malassé aujourd'hui, ça fait 3 jours. Bon, on réchauffe, le matin, on supporte. À midi, on mange, bon. Je dis noter une chose, hein, il ne faut pas non plus... Elle a dit qu'elle connaissait monsieur le gouverneur. Et que monsieur le gouverneur l'a appelé une fois. Chez nous, on dit seulement la dette est érable non portable. C'est-à-dire que ce n'est pas mauvais non plus pour elle de pouvoir appeler le gouverneur, bien aller voir le gouverneur, qui est son frère, lui disant, son frère, comme il a dit, ils ont connu quand ils étaient... Alors tu lui dire, j'ai un problème. Je dis, et cela semble peut-être, je vois le docteur Fozzo rire, mais je dis, c'est pas non plus mauvais. C'est-à-dire que parfois les gens ont envie de se sentir, entre guillemets, désirés. C'est-à-dire qu'on sache quand même qu'on vient vers ces personnes, etc. Je le dis comme ça. Nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour pouvoir aider la dame. Je vous ai dit, première voie, votre émission. La solidarité nationale, la diaspora intervient très régulièrement pour sauver les personnes ici, pour les envoyer devant les hôpitaux, dans les hôpitaux pour se faire opérer et autres. Cette solidarité, je pense qu'elle sera mise en place. Elle va agir. De l'autre côté, il y a l'administration qui doit jouer son rôle. Je l'ai dit, il y a les écoles qui sont censées être des écoles non payantes. On peut inscrire ses enfants sans problème. Mais également, de l'autre côté, je dis, parfois l'administration, elle est lourde. Elle a très souvent besoin d'être bousculée. Ça, je le dis. Ça fait quand même un peu plus de 5 mois aujourd'hui. Voilà. Docteur, cette famille n'a pas que besoin d'argent pour l'instant, pour vivre. Elle a besoin du moral aussi. Du moral, comme je le disais tout à l'heure. Mais je crois d'abord qu'au niveau des manifestations, je crois qu'il faut prendre l'habitude de comprendre le sens des manifestations. De ne pas simplement les réprimer. Une situation comme celle-là, il faut comprendre que la manifestation a pour objectif c'est une réprobation de ce qui s'est passé, mais c'est aussi la prévention pour que de telles choses n'arrivent plus jamais. Et donc il faut laisser manifester. D'autant plus que dans ce pays, on sait qu'il y a des gens qui manifestent pour un oui ou un non sans aucune inquiétude. Hein? Donc on ne peut pas à la fois laisser les gens manifester à tort et à travers tous les jours et d'autres, ensuite pour des situations aussi importantes, vouloir à tout prix empêcher les manifestations. Je crois qu'il faut essayer simplement de comprendre le sens de la manifestation. Quant à l'aide, c'est une situation, cette dame est morte dans un hôpital public et dans une situation effroyable. Donc ça veut dire que l'État est impliqué dans cette situation. Et l'État doit pouvoir agir. L'État doit pouvoir faire quelque chose. On a vu toute la précipitation qu'il y a eu ensuite pour corriger tout ce qui s'est passé. On a vu toute la précipitation pour dire que non, il n'y a pas eu de faute. Et je crois que même un ministre a dû dire d'abord qu'il n'y a pas eu de faute, et n'étant même pas de la santé, avant même que les enquêtes soient lancées. Hein? Et ensuite, il y a eu tout un cafouillage. Parce que par la suite, le Premier ministre a relevé de ses fonctions, le directeur de l'hôpital, le ministre de la Santé est venu dans l'installation d'un autre, n'a même pas fait allusion au limogeage du premier et a parlé plutôt de mise en réserve. Et on sait ce que ça veut dire, mise en réserve. Ça veut dire être dans l'attente d'une nouvelle promotion. Alors on se pose la question, s'il n'y a pas eu de faute, pourquoi déplacer les gens? Et s'il y a eu des fautes,
pourquoi ne pas les indiquer? Le premier des ministres dit Limoges, relève, et l'autre mis en réserve. Tout ça, ce sont des précipitations qui sont venues après cet événement. Mais je pense que la précipitation ne doit pas être simplement pour corriger dans le sens de pouvoir public. Il faudrait qu'il y ait aussi une certaine précipitation pour engager quelque chose dans le sens positif des familles. Et la première des manifestations aurait été de vraiment encadrer sur le plan psychologique cette famille au moment donné, avant d'attendre secondairement comment l'encadrer de façon financière. Mais c'est une situation où l'État est engagé et doit pouvoir se manifester. Alors, Edith Kawala, en fait, nous sommes là dans une phase aussi importante parce que lorsqu'on regarde le deuxième reportage, on voit dans les conditions dans lesquelles vit cette maman, ça devient très difficile pour elle. Il est question de la soutenir cette fois. Alors, on va laisser tout le ramdam de tout ce qui a été dit bien avant, avec notamment des coups de gueule et autres qui peuvent être également faits. Maintenant, c'est une autre phase de la vie. Et comment est-ce qu'elle doit être menée, cette phase-là? Absolument. Et là, moi aussi, je félicite l'émission parce que il est très important de nous rappeler en tant que citoyen. Le citoyen a par moment la mémoire un peu courte. Il est très important de nous rappeler ce drame, cette situation. Moi, j'appelle aux Camerounais. Il s'agit de notre fierté, il s'agit de notre pays. Il s'agit bel et bien des enfants de Monique Koumaté-Kell qui nous a mis dans un état, en tant que nation, on n'arrivait pas à croire nos yeux que cela pouvait arriver au Cameroun. Donc je pense que nous sommes dans l'obligation, aujourd'hui, nous sommes à quelques semaines de la rentrée scolaire, nous sommes dans l'obligation, aussi bien les femmes et les hommes politiques, publics, les associations, la diaspora, etc., nous sommes dans l'obligation de nous assurer que ces enfants-là puissent aller à l'école, puissent avoir une rentrée qui est correcte. Ça, c'est quelque chose que nous devons faire. Mais, deuxièmement, nous sommes dans l'obligation, en tant que citoyens, d'entrer dans la dynamique des personnes qui revendiquent et qui disent le système doit changer, le système doit s'améliorer. Aujourd'hui où nous sommes, quand nous faisons le bilan de la situation qui s'est produite, ce que ça nous dit, c'est que ça peut arriver encore demain. Voilà ce que ça nous dit. Parce que l'État... Selon vous, les mesures n'ont pas été prises pour pouvoir... L'État n'a pas pris les mesures, ne s'est pas remis en cause, ne s'est pas dit, et d'ailleurs, qu'est-ce que je dis, ça peut se produire. Et le 1er avril, il y a une dame qui était enceinte à Mbanga, qui est décédée parce que la personne qui avait les clés de la salle de réanimation était au quartier. Donc, ce qui nous dit que le système de santé au Cameroun, comme je dis, c'est les chiffres du gouvernement, 6 000 femmes par an. En comparaison, donc on compte la mortalité maternelle par 100 000 naissances, combien de femmes meurent. Au Cameroun, c'est 596, près de 600 femmes par 100 000 naissances. Si vous comparez au niveau du Burkina, le Burkina Faso, beaucoup plus pauvre que nous, c'est la moitié, c'est 300 et poussière. Si vous comparez au Botswana, toujours en Afrique, c'est 100 femmes et poussière. Donc notre performance est très mauvaise. Les femmes enceintes continuent à être en danger. Donc on doit, j'espère que vous ne créez pas une psychose chez les femmes qui vont accoucher. Non, écoutez, et ça c'est très important. Il faut qu'on arrête ça au Cameroun. Ce n'est pas la personne qui dit on a un problème qui cause la psychose, c'est la personne qui cause le problème. C'est les gestionnaires du système qui causent le problème. S'il n'y avait pas de problème, il n'y aura pas de quoi parler. Donc, il est très important, en tant que citoyen,
que nous nous organisons, que nous n'oublions pas, que nous ne laissons pas le cas de Monique. Il ne faut pas que Monique soit morte pour rien. Il faut qu'on se lève en tant que citoyen et qu'on s'organise pour changer ce système qui met en danger la vie des femmes qui sont enceintes. Pour rien. Je pense qu'il ne faut pas faire de la démagogie politique lorsqu'on parle des problèmes aussi sérieux que la santé. C'est vrai, le Cameroun n'est pas le meilleur, le plus grand pays. Mais je dis, il faut quand même, lorsqu'on le dit, qu'on dise, hier par rapport à aujourd'hui, il y a une évolution. C'est aussi simple que ça. Comment? Allons-y. Hôpital gynéco-pédiatrique de Yassa, il y a là 2 ans, il n'existait pas. C'est pourquoi c'est pas pour les femmes et les enfants. Maître, Madame Kawala, vous me laissez continuer. Non, je ne suis pas. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans les chiffres. Je suis. Laissez-moi continuer. Je peux vous donner. Laissez-moi continuer. Parce que vous dites que ça s'améliore. Laissez-moi continuer. Non, mais ne dites pas des choses qui ne sont pas vraies. C'est vous qui dites que c'est pas vrai. C'est vous qui dites que c'est pas vrai. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas un hôpital? Ce n'est pas meilleur. Il y avait en 1998 au Cameroun 480 femmes sur 100 000 mouraient. Aujourd'hui, c'est 596. Ce n'est pas meilleur, maître. Madame, je dis ceci. Ce que moi, je constate, c'est que hier, on avait l'hôpital La Quintini. Aujourd'hui, nous avons l'hôpital général. Nous avons l'hôpital gynéco-obstétricien pédiatrique de Yassa pour les femmes, dédié aux femmes. Nous en avons à Yaoundé également. Mais ce n'est pas les immeubles qui font s'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous n'allez pas... Madame, je ne dis pas que... Madame, je ne vous dis pas que les femmes ne meurent pas. Citez-moi un seul pays... Citez-moi un seul pays où les femmes ne meurent pas en couche. Un seul. Elles ne meurent pas Non, citez-moi un seul pays. Citez-moi un seul. Donc, dans tous les pays du monde, y compris dans les pays industrialisés, les femmes meurent en couche. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Donc il faut qu'on laisse les femmes mourir parce qu'elles meurent ailleurs. Vous me laissez continuer. Dites d'abord aux gens, partout au monde, ça peut arriver. Mais chez nous, peut-être que c'est un peu plus, plus accentué. Mais vous semblez dire que, vous faites croire que dès qu'une femme va dans une maternité, c'est pour mourir. Non, enlevez ça de la tête. C'est pour cette raison que monsieur Ndongo vous dit, il vous dit, ne créez pas la psychose dans la tête des femmes. Si vous tenez un langage comme celui-là, ça veut dire que demain, cette femme qui aura envie d'aller se faire soigner à l'hôpital, qui aura envie d'aller accoucher, va aller chercher les femmes accoucheuses traditionnelles parce qu'elle n'aura pas confiance à l'hôpital. Je dis non. Je dis non. Je dis on peut. Je parle. Il faut s'améliorer. D'accord. Voilà, c'est ça. Là, nous sommes d'accord. Donc, ne trouvez pas des excuses pour une situation qui n'est pas excusable. Je ne trouve pas d'excuses. On est pire aujourd'hui qu'en 1998. Là, je vous dis non. C'est les statistiques du ministère de la Santé. C'est vous qui le dites. Vous n'avez c'est vous qui le dites. C'est des chiffres, ils sont publics. Tapez, utilisez un peu votre Internet pour faire de la recherche. Il y a Madame Sen qui est avec nous. Elle a, au-delà d'envoyer les enfants à l'école. Et lorsque ce sera fait, vous n'aurez plus besoin d'autre chose. Vous avez besoin de quoi d'autre? Parce que c'est ce qu'il vous faut, en tout cas, pour pouvoir joindre les deux bouts. Mon problème, je suis en train de demander de l'aide. L'aide. C'est pas seulement envoyer les enfants à l'école. Il faut de l'aide. Quand il veut donc les envoyer à l'école, la femme va tomber malade. Il n'y aura pas moyen de l'envoyer à l'hôpital. La femme va vouloir peut-être manger des beignets. Il n'y aura pas moyen. Je vais demander que même si c'est un travail que quelqu'un me dit, que même si c'est balayer la maison, là même les marmites, là même les vêtements, moi je peux. Parce que l'homme qui m'aidait, là voilà qui est parti. L'homme c'est ma fille, c'est qui était mon mari, c'est qui est tout pour moi. Là voilà qui est parti. Je n'ai plus d'autre. Mon garçon n'est pas grand. Il n'a même pas encore 30 ans pour dire que je vais compter sur lui. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Alors, où est le papa des enfants? Il se débrouille, non? Il est là. Il est à Yabassi. Il se débrouille. Il est là. Vous croyez qu'il avait les moyens et puis je suis avec des enfants? Vous croyez que ce petit garçon avait des moyens et puis moi je suis avec des enfants?
Ouais, j'ai mes filles, j'ai mes enfants qui sont allés là-bas chercher le manioc. Elles ne sont pas encore rentrées. Si elles étaient là, ce que nous tous sommes venus. Demande à ce monsieur, il était chez moi. Il a vu mes enfants. Il nous a trouvés, nous étions dans une chambre. Il m'a posé la question, je lui ai dit que oui. Ça peut pas être tous mes enfants comment? Alors, maintenant que nous allons sortir de cette émission, il est question de faire des propositions aussi importantes. On peut mettre de côté les querelles. Edith Kawala, vous proposez de lui apporter encore quelque chose parce qu'elle vous a cité quand même. Oui, absolument. Je viens de dire la première des choses à court terme, très court terme, dans les jours qui suivent, nous allons faire notre contribution comme on l'a fait dans le passé et je demande à toutes les Camerounaises et tous les Camerounais de bonne volonté parce qu'il s'agit quand même de notre sœur. Il s'agit d'une situation qui nous a interpellés tous. Et donc, on doit s'assurer. Ce serait incroyable pour nous, en tant que Camerounais, qu'après que le monde entier ait vu ces images-là, demain, il y a une histoire où on dit que les Camerounais, 23 millions que nous sommes, on n'a pas pu nous assurer que les enfants de cette femme aillent à l'école. Ce serait vraiment une honte pour nous tous. Donc, à très court terme, nous devons absolument faire le nécessaire. Nous allons faire notre contribution. Il est important que tout le monde fasse une contribution, un coup de cœur, parce que je dis ça tout simplement parce que je sais que mon gouvernement aura du mal à réagir dans les jours qui suivent. Mais maintenant, après cela, nous devons continuer dans le long terme. Moi, j'ai eu des discussions avec la mère de Monique Koumateken. C'est une grande battante. Elle a une très grande force intérieure pour faire face à tout ça. Mais nous devons continuer. Elle a besoin des soins sur le plan psychologique. On a vu dans d'autres pays, quand un drame comme ça se produit, les premiers médecins qu'on envoie, c'est les psychiatres et les psychologues. Très bien. Hein? Donc, on doit interpeller le système par la suite. Si nous, en tant que Camerounais, on continue et qu'on ne fait pas face à ces chiffres que j'évoque, que les femmes continuent à mourir, oui, ça on l'a compris. On a failli et on aura encore d'autres Monique Koumateken. Ça on l'a compris, merci. Alors, docteur Léon Fozo, il y a donc... Oui, je crois que cette famille est dans une situation où tous les enfants devaient être boursiers. Voilà. Les bourses, je ne sais pas si ça existe encore dans ce pays. Pourtant, tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, la quasi-totalité, ont fait des études parce qu'ils étaient des boursiers. Et aujourd'hui, les bourses, on en parle pratiquement peu. Donc voilà une situation où tous les enfants devaient être boursiers pour que leur scolarité soit suivie normalement. Et il y a bien d'autres Camerounais qui sont très brillants et qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école parce que les familles sont pauvres et qui pourraient faire des études brillantes. Et c'est des choses qui devaient être organisées. Or, malheureusement, on voit que ce pays a oublié ce que c'est que les bourses. Or, des pays développés, aussi développés que la France, ont toujours un système de bourse pour les familles démunies où les enfants sont brillants et sérieux dans leurs études. Donc, alors, sûrement que parmi ces enfants, il y aura des médecins et autres. Tout à fait. Donc voilà les enfants que l'État devrait encadrer par un système de bourse sans hésitation. Merci. Alors, Maître, nous sommes dans... Oui, je voudrais d'abord dire que j'apprécie le courage et la volonté de réussir de Madame... la mère de Madame Sen. Madame Sen, la mère de Madame Koumateke, qui nous dit que ses enfants sont en train d'aller chercher du manioc, qui sont actuellement à Yabassi pour récupérer le manioc, etc. Moi, je crois que c'est bien. D'ailleurs, il ne faut pas que les gens se disent que parce qu'ils ont eu un malheur, ils doivent se croiser les bras ou baisser les bras en se disant que c'est... Moi, je crois que c'est ça, c'est une très bonne chose. Et on se doit de l'encourager
comme l'a dit Mme Kawala et Dr Fodzo, que tous les Camerounais se sentent quand même concernés. Parce que la chance qu'elle a, je l'appelle ça la chance, peut-être que c'est cynique ce que je veux dire, c'est que, et comme l'a dit Mme Kawala, il y a beaucoup de femmes qui meurent en couche, qui ont eu des situations comme ça, mais qui sont inconnues de personne. La chance que Mme Koumatekele a eue, c'est qu'on est venu éventrer devant tout le monde dans un hôpital. Elle serait arrivée, la dame avec la lame, ne serait pas venue éventrer le corps. Ça aurait été un fait comme les milliers de faits qu'on continue à avoir même aujourd'hui. Même hier encore, partout, tous les jours, il y a des femmes qui meurent en couche. Donc c'est une chance qu'elle a. Et je dis donc que maintenant qu'il y a eu cette médiatisation qui était négative, en fait, qui a desservi notre pays, le gouvernement a l'obligation de pouvoir redorer son blason, parce que c'est pas normal qu'après tout ce qui a été fait, que cette femme vienne 5 mois après dire que rien n'a été fait pour elle, c'est pas normal. Donc l'État doit pouvoir trouver une ligne budgétaire pour pouvoir s'occuper de cette femme, de ses enfants, pas seulement pour l'école. Elle a dit qu'il n'y a pas que l'école. Demain, il y a peut-être les maladies, elle peut avoir une possibilité d'aller se faire soigner dans les hôpitaux sans qu'elle ait eu à sortir de l'argent. On dépense de l'argent, pas seulement pour la sécurité, pour les gars de la lacrymogène, mais on dépense également pour certaines dépenses somptueuses et inutiles, alors qu'on peut bien les affecter pour la protection et la défense des personnes vulnérables. Alors, Madame Sen, on vous a suivi, on veut savoir, il y a la petite qui va à la maternelle, elle a 3 ans, les autres vont... Il y a Tombi, la première, voilà, elle va en 4e. Deuxième, beaucoup moyenne de... Bon, la petite soeur de la défunte fait 3e année. Et le petit frère. Bon, les autres sont à la maison. Je vous ai dit qu'ils sont partis à la bas, sinon, chercher à manger. Ils doivent être là d'ici samedi ou dimanche. Mais comme ça, quand ils vont rentrer le manioc, ils vont être trempés pour faire les mutumba, les bâtons pour vendre. Alors, qu'est-ce que vous dites? Regardez cette caméra. Vous vous adressez au monde entier, celle-ci. Vous vous adressez au monde entier et vous parlez à ces gens qui vous regardent. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Vous êtes en difficulté en ce moment, on le sait. Comment faire pour sortir de... Je ne peux pas choisir pour dire aux gens ce qu'il faut pour moi. Pour moi, c'est que je veux que les bonnes volontés doivent nous aider. Doivent aider la famille Koumatekele. C'est ce que je supplie beaucoup, les bonnes volontés. S'il y a les gens qui sont là, qui m'attendent et qui me voient, pardon, n'hésitez pas d'aider les affaires de Koumatekele. Ce n'est pas seulement l'école. Vous pouvez trouver même un travail, m'appeler. Vous pouvez trouver même un travail, appeler même le petit frère de Koumatekele. Il peut aussi faire quelque chose pour les enfants. Parce que là, je n'ai plus la force de payer son école. Oui. C'est ce que je voulais dire. Je remercie aussi le gouverneur, ce qu'il avait fait pour moi, le moment du deuil de Koumatekele. D'accord. Alors, vous n'allez pas partir de ce plateau, mais nous allons vous proposer un cas social, comme vous le savez très souvent, dans cette émission. Nina mawone bolantu Nokenda neni kumbanyunye zolodu Nina mawone bolantu Ndolani
Quand l'enfant est né, quand l'enfant est sorti du ventre, déjà quand il sort du ventre, il a cette anomalie-ci. Il sort d'abord déjà plié, pas très bien formé, plié comme ça. On l'a juste réanimé, le pied collé, c'est avec une petite ampoule là, au niveau du dos. C'était juste une ampoule ouverte, avec la blessure. Vous voyez la blessure ici, la blessure c'est juste refermé. La blessure s'est refermée parce qu'ils nous ont prescrit le daquin, oui, qui a refermé cette blessure comme ça. Donc c'était une blessure. Au fur et à mesure que ça s'est donc refermé, au fur et à mesure qu'il grandissait, le poids augmentait, le bobo augmente. Aujourd'hui, il a 5 mois. Voilà comment ça se présente déjà. À 5 mois. Ce qui me fait peur, c'est que à 5 mois, si le bobo est déjà comme ça veut dire que si nous retardons jusqu'à 1 an, ça serait plus large. C'est ça qui me fait peur. Ça veut dire que ça aura peut-être cette grosseur. Ajon la jango kwa la mbo wa penya Osoma la binyo ma asoma Ikila majo Ola wasabi Il passe le temps à pleurer, il pleure. Et moi, ça ne me réjouit pas. Ça ne me réjouit pas, franchement. J'ai mal à sa place. Ce qui me fait le plus mal, c'est l'effet de voir gros et l'effet qui pleure. Donc je me dis que, franchement, il a mal. Parce que quand je touche, j'essaie même de toucher. Il se saute. Oui, il se saute. Donc, ça me fait vraiment le plus mal. Je ne mange pas comme tout à l'heure. La maman m'a acheté le pain avec l'avocat. Je n'ai même pas pu finir. Juste une tranche d'avocat parce qu'il est en train de pleurer. Donc, je ne peux pas manger facilement quand je l'entends pleurer. Il est toujours en train de pleurer parce qu'il a mal. Comme je suis, il a vraiment, franchement mal. Maintenant, il dort, il se repose, il ne fait pas, quand il dort, il ne fait même pas 5 minutes. Il va se réveiller tout à l'heure, il va recommencer à pleurer. De longueur de journée comme dans la nuit. Dans la nuit, on ne dort même pas. Parfois, son papa se balade avec lui partout pour qu'il essaie au moins de dormir. Ils viennent regarder, il y a ses cousins qui viennent regarder, ils fuient. Les bébés, d'autres enfants qui viennent souvent jouer dans ma chambre, qui regardent, pourquoi tata, pourquoi le bébé il a ça. Les enfants partent en courant, les enfants ne reviennent plus dans la chambre. Les enfants ont peur de voir ça. Même ses frères, personne ne porte le bébé. Si ce n'est pas moi, c'est son papa qui le porte. De longueur de journée, c'est moi qui le porte. Je n'arrive plus à faire la lessive parce que dès qu'il commence à pleurer, je dépose tout, je le porte. Puisque là, personne ne veut le porter. Il n'y a que moi qui le porte. Je suis obligée de le porter. Son papa au travail, il est obligé d'aller. Il vient de commencer à cause de ce problème. Le petit salaire, à la fin du mois, j'achète le lait pour qu'il puisse au moins se nourrir. Pour qu'on ne le perde pas. Parce qu'il faut au moins qu'il soit nourri. Et il ne prend pas le sein. Il ne prend pas le sein, il ne fait pas l'allaitement maternel parce que à cause de ce problème, il a été beaucoup malade, hospitalisé même à la Quintini. Avant qu'on ne sorte, nous avons déjà d'abord dépensé à la Quintini. Nous sommes sortis donc de là, venus à la maison. Ça fait déjà 2 mois que nous sommes à la maison. Je n'ai jamais, dans ma famille que je me suis née, ou bien ou la famille de laquelle je me suis mariée, je n'ai jamais vu. Même en train de même pas vu les oreilles.
Seulement l'enfant là. C'est le docteur qui connaît. Moi, je sais pas. C'est le docteur qui peut vous dire. Quand je vois le bébé là, je ne suis pas tranquille avec cette maladie-là. De maman. De temps en temps, je remarque que quand je le lave le matin, ici, le testicule, vous voyez comment c'est gros ici. Parfois, ça enfle. Parfois, il y a un côté qui enfle. Après, ça redevient normal. Et puis, le pénis, il n'est pas... Ça, c'est la peau. Il est à l'intérieur, là. Ça, ce n'est que la peau. Non, il n'est pas encore circoncis. Nous allons accueillir donc Madame Tembe qui va davantage nous situer sur la situation des différents cas que nous recevons, mais beaucoup plus le cas de ce bébé Israël. Un petit bébé qui est âgé de 5 mois, qui avait cette petite boule derrière le dos. Nous avons eu les différentes contributions qui ont été allouées à ce petit enfant. Anonyme, 20 000 francs. Yumsi de Limbe, 10 000 francs. Aimé, 50 000 francs. Derele Pierre, 2 000 francs. Hervé Femataou, 1000 francs. Anonyme, 30 000 francs. Simo Jean-Pascal, 10 000 francs. Anonyme, 25 000 francs. Watan Juice, 2500. Re-REC, 3 000 francs. Nasser, 100 francs. Ngake Adel, 5 000 francs. Anonyme de Bonamou Sadi, 5 000 francs. Anonyme, 15 000 francs. Famille Yeknungonga, 2 000 francs. Bonin, 1 000 francs. Anonyme de la France, 30 233 francs. Anonyme du Congo, 30 000 francs. Famille Siecho, 5 000 francs. Ngodi Djol Rebecca, 10 000 francs. Anonyme, 5 000 francs. Famille Dormo, Djofak, 2 500. Anonyme, 10 000 francs. Anonyme, 15 000 francs. Anonyme, 5 000 francs. Dodo La Joie, 5 000 francs. Geneviève Banine, 10 000 francs. Famille Somo Sango, 2 500. Nankap Huc Morel, 5 000 francs. Cameson Karine, 2 000 francs. Anonyme, 20 000 francs. Moafi, 100 000 francs. Le maire Jean-Albert Bongongi, 50 000 francs. Anonyme, 3 500. Famille Chancho, 10 000 francs. Métagne Tegan Sylviane, 10 000 francs. Mahedi, 25 000 francs. Madame Dominique, 5 000 francs. Famille Fonjo, 30 000 francs. Oumoua Fopol, 10 000 francs. Rose, 10 000 francs. Rosette, 20 000 francs. Anonyme, 1 000 francs. Anonyme, 2 000. Nagil, 2 000. Anonyme, 1 500. Anonyme, 3 000 francs. Anonyme, 5 000 francs. Martine, 10 000 francs. Anonyme, 10 000 francs. Jokam Pouapo de la France, 40 000 francs. Anonyme, 2 000 francs. Anonyme, 24 000 francs. Pasteur anonyme, 200 000 francs. Lepo Eric, 3 000 francs. Anonyme, 10 000 francs. Anonyme, 30 000 francs. Anonyme, 5 000 francs. Iop Elise, 10 000 francs. Nana Philippe, 25 000 francs. Momo Christelle, 5 000 francs. Kessoa Terrain, 9 500 francs. Je tiens à préciser, Flavien, que le total de toutes ces contributions
s'élève à un montant de 985 339 francs. Et je remercie les différents bienfaiteurs qui ont bien voulu apporter ce don. Car comme on a souvent à le dire, nous n'avons le droit d'être heureux tout seul. Nous continuons à remercier ces bienfaiteurs et nous les demandons de continuer à contribuer via les numéros qui s'affichent au bas du petit écran, le 690 50 50 94. Merci. Madame Toundé, vous n'allez pas partir parce que dans ce studio, nous avons une association qui a voulu bien contribuer, en tout cas en direct. Et nous allons sûrement à hauteur de 40 000 francs CFA. Comment ça se passe? C'est une association qui va vous remettre une enveloppe. Vous pouvez applaudir, ça fait partie de l'état du genre. Nous avons ici la somme de 40 000 francs qui est allouée au cas du petit bébé Israël atteint du spina bifida. Le petit Fabrice. D'accord, alloué au cas du petit Fabrice. Merci pour votre contribution. Beaucoup de Camerounais font également comme vous. Merci beaucoup. Alors, nous allons bientôt sortir de ce programme. Le temps pour nous de rappeler toute l'équipe qui a contribué à cette autre édition de Regard Social. On sait, il y a Séverin Tchumba, Georges Mitterrand, et bien entendu Cédric Souniat. Il y a également Dani Warenzedo qui s'occupe de la réalisation même de ce programme, supervisé par Emmanuel Wapi. Et on n'a pas oublié le chef opérateur de ce programme, Samuel Tchoufa, qui nous regarde et qui est également avec nous de tout cœur, on le sait. Je suis Flavien Dongo. Madame, monsieur, bonsoir. C'était Regard Social. Au revoir.